Donc, on va parler de halakha. Alors, comme dans la paracha, on nous raconte que Moshe Rabbeinu, il a refusé de téter les mamans égyptiennes, et Bithia était très embêtée, elle a dit, il veut pas manger, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Et Myriam, elle lui a dit, dis-moi, je vais emmener sa mère il voudra. Et donc elle a confié à sa mère. Bon, donc, là-bas on apprend de la halakha que il faut éviter de prendre une nourrice goya, quoi. À l'époque, il n'y avait pas le choix. Beaucoup de nourrices étaient des femmes pas juives, quoi, parce qu'elles avaient du lait. D'accord, maintenant. Donc, comme on parle de cacheroute un peu dans la paracha, on va parler un peu de cacheroute, de halachot que vous n'êtes pas censé connaître sur certains détails du lait et de la viande. Il y a des détails qu'on ne sait pas. Par exemple, vous avez mangé de la viande ou du poulet. Et juste après, vous allez vous faire un thé ou un café. Et dans le sucrier, vous prenez du sucre. Dans le sucrier, effectivement, il y a des gouttes de lait. Parce que les gens, ils se servent des cafés au lait, des thés au lait. Avez-vous le droit, ayant mangé bassari, avez-vous le droit, sans attendre 6 heures, ou 1 heure, peu importe, le droit directement après, hop, de vous faire un café, tout en sachant pertinemment que les gens, ils font pas attention le matin, ils mettent la cuillère khalavi avec des gouttes de lait dans le sucre, et donc quand vous allez sucrer votre thé ou votre café, il y a du lait avec. Avez-vous le droit de faire ça, oui ou non? Alors, vous dites non, mais la halakha, elle dit oui. Tous les poskim, aussi bien le Rav Moshe Feinstein que le Rav Ovadia Yosef, que le Rav Wosner, que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, tous les poskim de notre génération, ils le permettent. Quand j'étais à la yeshiva, une yeshiva de Or Samer, ça s'appelait, très grande yeshiva internationale, quoi. Il y avait des Israéliens, des Argentins, des Américains, des Français, tout ce qu'on veut. Des balais de chouva, des pas balais de chouva, c'était une usine. Et à chaque étage, il y avait un coin café, thé, et là, comme on mangeait à midi bassari, après on remontait au Beth Midrash, et donc tout le monde se faisait un café ou un thé après le repas. Et donc, j'avais été choqué parce que le matin, il servait ça avec du lait. Et tout le monde m'a dit, mais non, il n'y a aucun problème. Le Rav Moshe Feinstein, il dit, et pour quelle raison? Tout simplement parce que les gouttes de lait éventuelles qu'il y aurait dans le sucre sont annulées par rapport à ton café et ton lait, et ton thé. Il y a largement Batel Beshishi, mais donc, il n'y a aucune question. Évidemment, si tu vois la goutte de lait, tu ne vas pas la mettre exprès, mais si tu subodores qu'il y a une goutte de lait, tu peux n'en faire pas cas. C'est bon? Oui. Donc c'est important de savoir ça. Maintenant, c'était intéressant parce que le Rav Kook, par exemple, le Rav Kook, il est le seul décisionnaire, le Rav Kook, le père, qui avait rencontré le Rayas en 1929. Le Rav Kook, le père, il interdit carrément, lui, de boire un café ou un thé dans une verre propre, khalavi ou bassari, si tu as mangé bassari ou khalavi avant. Tu as mangé un repas de viande. Après, tu veux te faire un café ou un thé dans une tasse propre, khalavi propre, lui, il interdit, alors que tout le monde permet. Parce que la tasse est propre. Et comme par hasard, lui, il est mahmir, il dit que non, tu dois prendre une tasse de la même catégorie de ce que tu as mangé avant, quoi. Et on raconte qu'un jour, devant le Rav Kook, quelqu'un, il n'a pas voulu écouter, sachant, malgré le fait que le Rav Kook ne voulait pas. Il a dit, il a fait comprendre que ça l'intéressait pas cette décision. Donc il a pris
ostentatoirement devant le Rav Kook une tasse Chalavi pour montrer qu'il ne tenait pas de ce psaque du Rav Kook. Tu vois pas, vois-tu pas que il se fait son thé et puis Tom il voit que le thé est Chalavi. Il voit tout blanc. Il avait pris une tasse mal lavée qui contenait du lait encore. Et de là, il a dit, tu vois, devant le Rav Kook, il ne fallait pas faire ça. Parce que lui, il tenait que même une tasse propre, on ne fait pas. Vous voyez, bon, là, la elle n'est pas forcément comme le Rav Kook, mais c'est lui qui veut être mahmir. Effectivement, s'il a fait un repas bassari, on lui dit, prends une tasse bassari ou parvé. Voilà, donc premier cas de figure, la goutte de lait éventuelle dans le sucre. Deuxième cas de figure, encore une fois, qui se produit fréquemment, vous avez mangé bassari, et quelqu'un vous téléphone, dit viens, je t'invite à manger une glace à Ben Yehuda, il y a des bonnes glaces. Ah oui, d'accord, c'est une bonne idée. Donc vous descendez à Ben Yehuda, et puis Tom, vous n'avez pas fait attention, la glace était Chalavi. D'accord? Et alors vous faites, Baruch Ata Hashem, hein, chez Akon, il y avait de oh! Pitom, vous dévoilez que votre glace est Chalavi. Que faites-vous? Est-ce que vous crachez ce que vous avez mis dans la bouche? Et alors c'est une bracha levatala, vous avez dit chez Akol pour rien. Ou alors, qu'est-ce que vous suggérez d'autre? J'arrête de manger, mais je crache pas ce que j'ai dans la bouche. Voilà, absolument. Comme en vérité, l'interdiction, c'est de manger ensemble. C'est pas de manger l'un après l'autre. C'est les Chachamim qui ont fixé un temps de séparation entre la viande et le lait. Mais en fait, d'après la Torah, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez mangé la viande avant. Maintenant, vous mangez le lait après. C'est pas en même temps, donc c'est de Rabbanan seulement. C'est pas de la Torah. Donc, de crainte de faire une bracha pour rien, puisque vous avez dit chez Akol, alors comme vous avez dit très justement, on vous permet d'avaler pour que la bracha ne soit pas pour rien, et après, le reste, vous le mangez pas. Et ça arrive très fréquemment. Je vous ai raconté que une fois, il y avait une bar mitzvah, et la dame, à un moment, elle a servi des glaces après le repas, Shabbat, après le choulent. Et ma femme, qui a horreur du Chalavi, elle me dit, tiens, c'est un goût de lait, ces glaces. Ah, j'ai dit, mais non, ils ont dû acheter parvé, c'est évident. Et on demande à la dame. Mais elle dit, bien sûr, j'ai acheté parvé, qu'est-ce que vous racontez? Elle va voir dans son congélo, il y avait les mêmes glaces, elle en avait acheté 5 ou 6, des parvés de Chalavi avec la même étiquette, que tu ne pouvais pas différencier. On a dit, c'est pas sérieux, parce que c'est Ravlando. Au moins, il faut que ce soit... Là, maintenant, ils le font gros, pour que les gens ne se trompent pas. Eh bien, elle s'était trompée, la dame, elle avait servi donc des Chalavis en croyant que c'était des parvés. Et donc, tout le monde a mangé. Moi, je suis lent, donc j'étais encore avec mon choulent. Mais les gens, ils avaient déjà fini, ils ont commencé à manger Chalavi sans s'en rendre compte. Vous vous rendez compte? Donc, s'ils s'en étaient rendus compte, ils auraient fait ce qu'on a dit, faire la bracha et de repousser le reste. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Autre cas de figure, un peu insolite, vous avez cuisiné une omelette dans une poêle de viande. D'accord? Et vous mangez cette omelette avec du fromage. Est-ce que vous avez le droit ou pas? D'accord? Vous avez fait donc une omelette chaude dans une poêle de viande. Vous mettez l'omelette dans une assiette Chalavi, vous mettez du fromage. Ben, vous avez le droit ou pas? Ça, j'ai le droit. Oui ou non? Oui.
le fromage, il n'a pas du tout été en contact avec la poêle. Non, mais la question, la question, elle est quel est l'âge de la casserole, de la poêle? Si la poêle est de la même journée, Ah, vous avez compris? C'est comme le four. Si la poêle est de la même journée, vous avez cuisiné tout à l'heure de la viande, et maintenant, dans la même journée, vous faites une omelette parvée, on dit que l'omelette, elle s'appelle goût de viande. Noten ta'am, elle a reçu le goût de la viande. Donc si c'est dans la même journée, et que vous mettez du fromage avec, ça sera interdit. Mais si par contre, vous avez la preuve que cette poêle n'a pas été utilisée dans les 24 heures, elle est propre et pas utilisée 24 heures, là vous avez le droit. Hein, parce que 24 heures ont passé, donc le goût est abîmé. Donc le goût de la viande qui est dans la poêle, qui a craché dans l'omelette, il n'a pas rendu l'omelette bonne, il a rendu l'omelette mauvaise. 24 heures, ça s'appelle notem ta'am livgam, qui a endommagé le goût de la viande. Et donc vous avez le droit, a priori, de manger avec du fromage. D'accord? Voilà comment ça marche. Donc tout dépend du temps qu'a votre poêle. Si elle a 24 heures ou pas de statut de viande ou pas. D'accord? Maintenant, tout ça, ça parle d'un keli rishon. On appelle ça keli rishon. Un keli qui va sur le feu. Une poêle, une marmite, un mixeur, peu importe. Un truc qui va sur le feu. Si ça ne va pas sur le feu, c'est ce qu'on appelle kli sheni. Donc une fourchette, une cuillère, un couteau, une assiette, tout ce qui n'est pas kli rishon, là, il n'y a pas de problème. Non? Quand c'est pas kli rishon, vous pouvez par exemple, vous prenez une salade de tomates. Vous allez manger une salade de tomates, d'accord? Elle est propre, elle n'est pas bassari. Vous avez fait attention à ne pas manger de la viande avec, mais elle est dans une assiette bassari. Parce que Shabbat, par exemple. Vous avez un keli bassari. Maintenant, vous voulez manger cette salade de tomates avec du fromage. Donc, vous passez l'assiette bassari avec le tomate dedans dans une assiette halavi. Et vous avez le droit de le faire parce que c'est des assiettes, c'est pas des choux. C'est pas des kélim qui vont sur le feu. C'est du froid. Donc le froid, ça donne pas le goût. Non, mais ça peut être... Si c'est du... Voilà. C'est du froid, mais parce que c'est dans un kéli chéni. Si c'est un kéli qui a cuit, il faut attendre 24 heures. D'accord. Vous avez compris? C'est différent. Oui, oui. Et ça, c'est des choses qui arrivent très fréquemment. C'est pour ça que Shabbat, par exemple, quand on sert des salades à table, il faut s'arranger pour qu'elles soient parvées, qu'elles restent parvées. Pas mettre des cuillères de viande, sinon après vous ne pouvez pas manger ça avec du fromage. Si vous avez trempé une cuillère de viande dans une salade, même si la salade n'a pas de vinaigre et n'a pas de citron, qui cuisent, il ne faut pas manger avec du fromage. Parce qu'il y a des risques de... D'accord? Je vais raconter cette histoire que j'avais un ami qui venait le samedi soir, quand j'habitais à Guilot d'ailleurs, il venait le samedi soir et il terminait le tchoulent, la marmite de tchoulent qu'on n'avait pas pu terminer. C'était une grosse fourchette, puis le gars. Il terminait la marmite carrément, tranquillos, hein, sans fatigué. Hein. Un Shabbat soir, il vient et on lui dit tu veux le tchoulin? Il dit non, je veux halavi ce soir. Il y a du fromage? Il dit ouais, bien sûr, du fromage. Mais ma femme, elle dit mais il y a un problème, c'est qu'on n'a pas de chalotes décongelées. Les chalotes qu'on a, c'est des chalotes qui étaient sur la table pendant Shabbat. Alors on lui dit j'ai pas le droit. Quand les chalotes étaient sur la table de viande, elles sont appelées chalotes de viande. Si tu les as pas enlevées avant de manger la viande,
présomption qu'elles sont viande. Il dit, ah, arrêtez vos histoires, c'est pas grave. Je dis, ben tiens, lituanien, léger, hein, le Khazonich, il aurait été en colère avec toi. Non, 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 c'est pas grave. Donc il va faire Netila, monsieur. Il revient, il se met à table, et il prend la chala, il la retourne comme ça. Puis Tom, il voit une grande trace de gras, de la dafina du Shabbat. Waouh! Alors jamais on fait attention. Oui. Mais comme les Chachamim, ils ont dit, si la chala était sur la table, elle devient bassari. Même si tu as fait attention, ben voilà. Et lui, par providence, il a retourné la chala. Il voit une grande trace de sauce de choulant. Donc de là, on voit qu'il ne faut pas jouer avec les Chachamim. Ne t'amuse jamais si tu as mangé avec un pain bassari. Ne dis pas, c'est pas grave. S'il est bassari, il reste bassari parce que tes mains ont transmis la sauce. Tu ne peux jamais être sûr de toi. Donc il faut que si tu as un pain bassari, mange-le ou avec du parvé, ou du fromage, ou du poisson, et sûrement pas avec du fromage. Voilà, c'est des cas de bassar bechalav hyper connus. Et si vous les connaissiez, ça vous a rafraîchi la mémoire. Pas de questions? D'accord? Voilà. Maintenant, on a déjà parlé de ça une fois, la plupart des décisionnaires, ils disent qu'il faut attendre 6 heures entre la viande et le fromage et le lait. Que se passe-t-il si tu n'as pas attendu 6 heures? Nagui, tu as mangé tard, et le soir, tu es invité à manger une pizza ou dans un restaurant ou dans une bar mitzvah, chalavi. Et tu regardes ta montre, tu dis, il n'y a pas 6 heures qui sont passées. Donc tu vas attendre 1 heure, alors que les invités sont tous à table et ils mangent, et toi tu es là à attendre. Tu ne peux pas attendre. Donc il y a des poskim qui disent, si tu es rentré dans la 6e heure, c'est bon. Si tu es rentré dans la 6e heure, tu as mangé à 3 heures, tu as mangé à 2 heures, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu aurais dû attendre 8 heures passées. Il suffit que tu sois rentré dans la 6e heure, 7 heures et quelques, pour pouvoir le faire quand même. Il faut le savoir, parce que des fois, moi, je me rappelle à l'armée, c'était comme ça, quand à l'armée, ils servaient des repas, et il n'y avait pas 6 heures de décalage entre... Alors, et tu as raté le repas, tu vas te coucher sans manger, hein. C'est pas un restaurant, hein. Tu as raté l'heure du repas de 6 heures, c'est à 6 heures qu'ils mangent à l'armée, 6 heures du soir. Tu as mangé tard, bassari, tu t'amènes tôt, khalavi, ben en général, tu attendais pas vraiment 6 heures. Et tu as le droit de le faire si tu es dans la 6e heure. Moins que ça, on ne permet pas. Mais il y a des communautés où c'est 3 heures. Bien sûr, des communautés de 3 heures et la Hollande c'était 1 heure carrément. Les Hollandais c'était 1 heure. Parce qu'il faisait froid. C'est un pays froid, donc le premier pays froid où les Juifs ont habité, et donc il permettait 1 heure. Moi quand j'avais mon orchestre, j'avais fait le mariage du grand rabbin d'Amsterdam. Enfin, et ils ont fait un repas chalavi. Les Hollandais, ils voulaient faire... Ça leur plaisait, repas chalavi. Il y a beaucoup de fromage des Hollandais. Hein? Ouais. C'était avec des quiches et des pizzas et des trucs. Oui, vous n'aimez pas ça? Mais Kitso, donc on arrive là-bas, et il nous dit, comme vous êtes l'orchestre, on va vous servir à manger avant que ça commence, quoi. Et donc, il nous a dit, parce que nous, ici, on tient 1 heure. Donc, même si vous avez mangé de la viande dans la voiture à 6 heures, 7 heures, vous pouvez manger khalavi. Mais on n'est pas hollandais. Les Hollandais, ils attendent 1 heure, nous, on attend 6 heures. Mais comme on n'avait pas mangé de viande, ça allait. Mais pour dire qu'ils ne tenaient pas de ça, et donc le menu, ça ne les dérangeait pas de faire du khalavi. Même les Haridim, ça dépend de l'endroit.
Oui, les autres, ils ne connaissent pas. Bon, évidemment, il y a les Chabad là-bas, il y a des gens qui arrivent maintenant et qui ne tiennent plus de ça. Ils disent, pas exagérer. Mais 1 heure, c'est la loi là-bas. Ça a été instauré depuis belle lurette. Sinon, les Alsaciens, les Allemands, etc., ils faisaient 3 heures. Maintenant, le Shulchan Aruch et ses collègues, ils ont dit 6 heures, et maintenant, ça se répand de plus en plus. Les gens d'attendre 6 heures. D'accord? Donc, même les enfants, donc on les oblige, on les éduque à attendre. Voilà. Pas de questions. On se remet les idées en place. Ouais. Les pendules à l'heure. Donc vous avez appris pour le sucre, pour les casseroles et les poêles, et pour les erreurs entre viande et lait. Tout ça vous avez appris. Très bien. Mais vous nous avez indiqué toujours entre viande et lait, mais entre lait et viande. viande. Entre les viandes, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a même pas besoin d'attendre. Il suffit de se rincer la bouche et manger un morceau de pain. D'après le Shulchan Aruch. Mais non, d'après les kabbalistes ou les mahmirim, il y en a qui disent toujours 1 heure. Par principe, 1 heure. 1 heure chrono, quoi. Mais non, et il y a même encore une autre limite, c'est ce que soulève le Rama, le fromage dur, voilà, ce qu'on appelle le fromage dur. Alors le fromage dur, a priori, il faudrait attendre 6 heures aussi, parce qu'ils sont forts. Alors tout dépendant de la qualité du fromage. Si c'est les fromages durs qu'ils font aujourd'hui, 1 heure suffit, parce que c'est pas des fromages durs qui durent. Vous voyez bien dans la bouche, quand vous avez mangé, le goût s'arrête très vite, quoi. Mais il y a des fromages durs, comme le comté, le roquefort, où là, vous pouvez manger ça, même en ayant mangé une glace et un pain et boire du thé, ce que tu veux, le goût, il s'en va pas. Bon Munster. Un bon Munster, c'est évident que, très souvent, l'odeur reste dans la bouche. D'accord? Donc, tout dépendra du fromage lui-même. D'accord? On ne tranche pas comme le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il disait tout ce qui est dur, 6 heures. Mais le Rav des Poskim, il dit non, dur et dur. Ça, les fromages durs d'aujourd'hui, c'est de la blague. Ça n'a aucun goût. Aucun goût. D'accord? Donc ça reste pas dans la bouche. C'est comme du yaourt. Donc il faut savoir, comme vous dites, si c'est un comté, un Munster, un roquefort fort, etc., vous voyez que ça reste, même avec une salade de tomates et un pain, rien à faire, l'odeur reste. Et donc il faut attendre. Voilà. Passons à la paracha, si vous le voulez bien. On voit que le bon Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire des prodiges, des otot et des moftim, des prodiges en Égypte. Et donc il va y avoir toute une série de prodiges, et même les 10 plaies, ce qu'on appelle les plaies en vérité, on devrait dire les 10 coups, c'est les Aser Makot. Mais on traduit, je ne sais pas pourquoi, par le mot plaie. Donc tous les prodiges, transformer le serpent en bâton, le bâton en serpent, et après l'eau en sang, et tout ce qu'il y a eu, c'est des prodiges qui sortent de la nature, absolument, ou des invasions de sauterelles, tout est bizarre. Donc le Rambam pose la question, il y a écrit dans le Midrash que le Goël Rishon, le premier rédempteur, il sera le dernier rédempteur, il sera le Mashiach. Goël Rishon ou Goël Acharon, comme ça dit le Midrash. Et donc le Rambam soulève la question dans les lois sur le Mashiach, qu'on va voir bientôt. Il dit là-bas, attends, regarde, si le premier rédempteur a fait des prodiges
Est-ce que le Mashiach doit faire aussi des prodiges? Ouvrir la mer, des trucs fous, quoi. C'est une question. Peut-être que le Mashiach n'est pas réel s'il ne fait pas de prodige. Comme Moshe. Ils ont testé les sages. Il leur a fait le coup du bâton, etc. Il a dit, ah, oh, tu es donc capable de faire des prodiges, donc tu es le Rédempteur. Est-ce que le Mashiach doit faire des prodiges ou non? Et le Rambam il tranche, non, il n'est pas obligé de faire des prodiges. Pourquoi? Tout simplement parce que on peut fabriquer la Géoula sans prodige. Simplement la providence, elle pousse les gens à revenir à Dieu, et donc toute la Géoula peut avoir lieu habillée dans la nature. D'accord? Maintenant, la Chassidoute, elle vient et elle dit, bien après mon cher Rabbeinu, il y a eu deux fêtes que les Rabbanan ont instaurées, Purim et Hanouka. Or, tu vois que Purim, c'est un miracle qui passe entièrement dans la nature. Toute l'histoire de Purim, c'est une histoire politique. Un mâle, il vient, après on le met dehors, on ne voit pas la main de Dieu là-dedans. Tout est camouflé dans le politique. C'est un Ness habillé dans la nature, entièrement. Il n'y a pas le nom de Dieu. Et il n'y a pas le nom de Dieu. Donc, quand tu lis ça, tu dis, ben oui, c'est vrai, c'est un miracle. La preuve, on fait une fête pour fêter le miracle de Purim. Et pourtant, tu ne vois pas ni Mordechai ouvrir la mer Rouge, ni Esther s'envoler. Tout s'imbrique comme une histoire de la vie journalistique. Alors que par contre, Hanouka, tout Hanouka, c'est un miracle qui est au-dessus de la nature. L'huile qui brûle 8 jours. C'est tout à fait anormal. Donc la Chassidoute, elle te dit, c'est vrai que le Mashiach n'est pas obligé de faire des prodiges, mais il peut en faire. S'il y a besoin, il en fait. Ça veut dire que ça peut marcher d'après la nature, et des fois ça marche au-dessus de la nature. Aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau du peuple. Effectivement, vous avez dans le monde moderne, quand ma chère va venir, on le voit, des miracles médicaux par exemple. Des miracles médicaux, vous n'auriez pas envisagé que quelqu'un puisse sortir d'une maladie très grave et pourtant, tac, médicalement il est sauvé. C'est un miracle médical qui est habillé dans la nature, puisque les gens vont dire oui, c'est grâce au progrès de la science et de l'électronique Alors c'est vrai, c'est un miracle. Moi j'ai connu des docteurs sérieux, à Ichilov, et partout, qui m'ont dit ce que vous avez vécu, c'est un miracle. Et il y a d'ailleurs dans les bureaux des archives des hôpitaux israéliens, il y a toute une chambre des miracles médicaux. Incompréhensible. Incompréhensible, inexplicable. J'avais un ami, il n'arrêtait pas de tomber. Il était assis ou debout, peu importe, tac, il tombait. Il se fait hospitaliser, il voit tout, il ne comprend rien. Comment ça se fait que vous tombiez, monsieur? On ne sait pas. Il va interroger un docteur qui était un ami commun, et le docteur lui dit, vérifie tes tefilines peut-être. Il dit, mais non, c'est pas la peine, j'ai acheté chez le Rav Eliaou, Mordechai Eliaou, c'est un sophère très bien, une usine très bonne. Il vérifie quand même, qu'est-ce que tu as à perdre. Et pendant ce temps, à l'hôpital, l'autre il prenait des acamol et des trucs, et chaque fois, tac, il tombait.
plein milieu de la journée, est tombé à la renverse. Il ne comprenait rien. On vérifie, c'était Philine. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Que celui qui a mis les parachiotes, qui les a rentrés, il les a rentrés à l'envers. Ah oui. D'accord? Au lieu de les mettre dans le sens de haut en bas, il les a mis de bas en haut. Oui. On a remis les parachiotes à l'endroit, et ça y est, il n'avait plus rien. Et le docteur, il a dit, miracle médical. Incompréhensible. C'est venu comme c'est parti. Donc c'est un miracle habillé dans la nature. Non, c'est un miracle qui n'est pas habillé dans la nature, puisque quel rapport entre les filles à l'envers et le fait de tomber à la renverse? Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a des miracles, des fois, qui ne sont pas compréhensibles par les docteurs, et ils mettent ça dans une pièce qui s'appelle miracles médicaux. D'accord. C'est officiel, quoi. Il n'y a qu'en Israël qui font ça. Ailleurs, ils ne veulent pas trop... Surtout les Occidentaux, ils n'aiment pas parler de miracles, ils n'aiment pas parler du bon Dieu. Guérison inexpliquée, il a dit. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais là, ils disent Nissim Refouim, carrément. Donc la Chassidoute te dit, c'est vrai ce que le Rambam il dit, que le Mashiach n'a pas besoin de faire des miracles, des prodiges comme a fait Moshe Rabbeinu. Mais s'il y a besoin, il les fera. Il les fera. C'est-à-dire que ça rentre en ligne de compte, mais pas obligé. Et pourquoi? Pourquoi il y a une différence? Ben, tout simplement parce que, au temps de Moshe Rabbeinu, les Égyptiens, ils étaient persuadés que Dieu n'agit pas dans ce monde. Laisse le bon Dieu dans son monde, nous, on se base sur nos règles à nous. Donc il a fallu casser cette vision fausse des choses, et donc il a fallu mettre une dose de miracle au-dessus de la nature très fort pour que les pharaons et ces sages, ils disent, effectivement, il y a un maître qu'on ne voit pas. Et comme on ne peut pas croire dans la nature, si ça se déguise dans la nature comme un Purim, on ne les libérera pas. On dit, ma pitom, c'est la nature. Donc il fallait que ce ne soit pas dans la nature. De l'eau qui se transforme en sang, et des bêtes féroces qui arrivent et qui repartent. Il fallait qu'ils soient déstabilisés au niveau de leur croyance, parce que c'était le départ de l'histoire. Mais quand Mashiach vient, 3500 ans après tout ça, le monde il est raffiné. Le monde est raffiné, et même les goïms sont prêts, et les juifs aussi, à accepter que Dieu, il peut agir en dehors de la nature. C'est pas choquant. Et donc, puisqu'on peut accepter que Dieu passe en dehors de la nature, on peut accepter que Dieu il fasse des miracles dans la nature. Et c'est pourquoi tu vois bien les miracles des soldats. Tout ce qui se passe avec les soldats, il y a des trucs qui sont incompréhensibles au niveau logique. Et pourtant, les gens ils disent oui, non, mais c'est parce qu'il y a des gens intelligents, il y a de l'électronique, il y a des... Donc c'est habillé d'une certaine façon dans la nature, mais les gens à force, ils disent attends, mais comment ça se fait que chez eux ça prend et ailleurs ça prend pas? Le Venezuela, l'Amérique a envahi le Venezuela. Ils ont avoué que c'est grâce aux services israéliens qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est un truc de James Bond, ils ont fait là. Rentrer dans le truc, prendre le président, enlever le président, c'est un truc fou. Et tout ça, c'est avec l'électronique. Parce qu'on voit le président, on ne sait pas. Et oui, parce que les systèmes électroniques de protection, ils les ont annulés, et donc ils sont rentrés, et personne n'a rien vu. Et tous les services secrets du monde utilisent Israël, et Israël leur a dit faites gaffe. Si vous nous cassez trop les pieds, on vous coupe les informations. Comment vous faites maintenant? Ils ont arrêté un attentat à Londres grâce aux services secrets israéliens. Et en Allemagne, pareil, en France, pareil. Donc ça veut dire que c'est des miracles habités dans la nature par la force
de la sagesse que Dieu a mise dans les savants israéliens. Et c'est des, comme vous les voyez, c'est des gosses, hein, c'est pas des vieux, c'est des mecs de 25, 30 ans, hein. C'est des génies en électronique. Donc ça veut dire que Dieu, il s'arrange avant que Mashiach ne vienne, et avec Mashiach ce sera pareil, que la nature ou pas nature, ça marche. Il n'y a pas besoin de faire exprès pour que les gens se rendent compte. À tel point que même les Amalécites, quoi, les Hamas, les Hezbollah, et les Iraniens, ils se disent, il y a un Dieu avec ces gens-là, c'est des diables, c'est pas des êtres humains normaux. Mais là, les Iraniens, ils sont inquiets.